donner l'occasion de vous rencontrer. Pour vous parler de leadership, je le fais en toute modestie parce que je suis sûr que dans la salle, il y a des leaders, peut-être même des leaders qui s'ignorent, parce que ça arrive, surtout dans le monde, je dirais, communautaire ou social, où on est parfois allergique au mot leadership. Tout comme des fois, on est allergique au mot autorité ou à d'autres vocables comme ceux-là, mais c'est tellement nécessaire d'avoir du leadership dans une communauté pour que les choses bougent. Que parfois on le fait sans le dire, sans s'en rendre compte, sans mettre le mot là-dessus. Notre invité suivante, Jocelyne Bernier, est une leader, mais qui, je pense, a hésité longtemps à se déclarer comme telle. Mais cela étant dit, je vous en parle ce soir à partir de 3 expériences qui ont été le parcours de ma vie finalement. La première, c'est l'expérience d'un journaliste, parce qu'avant de créer l'Institut du Nouveau Monde, il y a maintenant 10 ans, on a célébré le 10e anniversaire de l'Institut cette année. J'étais journaliste, j'ai été journaliste en particulier au journal Le Devoir pendant presque 17 ans, 17-18 ans. Et la grande leçon de ma vie de journaliste, vous allez me dire, j'aurais dû le savoir avant de commencer, en fait je le savais très bien, c'est que l'information, c'est le pouvoir. On ne peut pas exercer le pouvoir, on ne peut donc pas exercer le leadership, on ne peut pas avoir d'influence, on ne peut pas avoir la possibilité d'avoir un impact sur ce qui se passe autour de soi si on n'est pas informé. C'est, en fait, une des premières choses qu'on recherche dans un leader, d'ailleurs, c'est la compétence, c'est la connaissance, c'est le savoir. Le savoir qui doit être complété par du savoir-faire, et puis on le verra un peu plus tard, par du savoir-être surtout. Mais la première qualité qu'on recherche, c'est la compétence. Et la compétence vient en partie de la connaissance, donc de l'information à laquelle on a accès. Moi, j'ai découvert quand j'étais plus jeune, quand je suis sorti de l'adolescence, la période un peu bizarre dans laquelle on ne sait pas trop ce qu'on va faire de sa vie, où est-ce qu'on pense qu'à part la musique, le sport et les filles, en tout cas dans mon cas, il n'y a rien. Des fois la famille, mais bon, on finit par nous tomber ses nerfs, la famille, rendue à 16-17 ans. Et là, je suis entré au cégep. Et là, j'ai découvert au cégep, en m'engageant dans l'association étudiante, en rencontrant là des gens hyper intéressants, qui partageaient des préoccupations que j'avais, qui m'ont fait découvrir, d'ailleurs, la société, qui m'ont fait découvrir qu'au-delà, donc, de la vie personnelle, de la vie familiale, des amis, des plaisirs de la vie, de la musique, ben, il y avait aussi une société. Et que dans cette société-là, il y avait de la politique. Un autre gros mot, le mot politique. Mais la politique, ma définition en moi de la politique, c'est tout ce qu'on fait ensemble pour essayer de résoudre des problèmes qui nous dépassent comme individus. C'est très large comme définition. On est très loin de la politique partisane, celle qu'on aime moins, celle qui provoque de la répulsion pour nous. Donc, celle des Old Boys Club, comme disait Jean Chrétien. Alors, bref, j'ai découvert ça à ce moment-là. J'ai découvert à quel point, pour pouvoir justement influer sur les autres, j'ai découvert ça au cégep, il fallait être informé. Moi, je venais d'un milieu où on n'était pas informé. On ne lisait pas le journal. Il y avait 2 livres dans la maison. Des pages blanches puis des pages jaunes. Même pas la Bible, imaginez. Alors, c'est clair que je découvrais que si tu veux influer sur la société, tu dois être informé. C'est comme ça que j'ai décidé de devenir journaliste. Et j'ai été journaliste pendant 20 quelques années. Et pendant toutes ces années-là, mon but, c'était de transmettre du pouvoir à mes concitoyens en leur transmettant de l'information. Et c'est donc la première leçon. J'ai été journaliste pour avoir de l'influence. Pour exercer une forme quelconque de leadership, il faut de l'information, de la compétence, de la connaissance. Là, il y a 2 ans, l'Institut que je dirige, l'Institut du Nouveau Monde, dont je vais vous parler à l'instant, on a réalisé un sondage sur le leadership. On a publié dans un livre qu'on publie chaque année qui s'intitule « L'État du Québec », qui est un bilan du Québec dans tous les domaines. On a publié un dossier sur le leadership. Et pour accompagner ce dossier-là, on a fait un sondage auprès de la population pour essayer de tester l'appréciation du public à l'égard du leadership au Québec. L'appréciation était, disons, modérément négative, mais on leur a demandé c'est quoi les qualités d'un bon leader. Et les 2 principales qualités, c'est pas d'avoir de la vision, c'est pas d'avoir le franc-parler. L'arrogance est un défaut.
Les deux qualités, c'est la compétence et l'honnêteté. Vous allez me dire, par les temps qui courent, l'honnêteté, c'est pas surprenant, mais oui, c'est ça qu'on cherche chez un leader. La deuxième expérience dans laquelle je puise pour vous parler aujourd'hui, c'est celle de l'Institut du Nouveau Monde, qui est une organisation qui a été créée il y a donc un peu plus de 10 ans maintenant. J'en suis l'un des fondateurs, donc principal fondateur, l'animateur principal au début. Et c'est un institut qui a pour mission d'accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique du Québec. Alors, on organise depuis 10 ans un ensemble d'activités qui soutiennent cette mission-là. On fait de l'éducation à la citoyenneté, notamment à travers une école d'été et une école d'hiver, qui sont des activités qui durent 3-4 jours, au cours desquelles, l'été, on rassemble entre 400 et 500 jeunes, chaque année, depuis 10 ans. On a vu au-delà de 5000 jeunes depuis 10 ans. Et l'hiver, une centaine de collégiens, au mois de janvier. Et dans les deux cas, pendant 3-4 jours, donc, ils assistent à des conférences, ils participent à des ateliers, des tables rondes, et on les amène à réfléchir et à s'exprimer sur le monde dans lequel ils veulent vivre. Et ces jeunes qu'on rencontre chaque année, on les écoute, on les interroge parfois avec l'aide de chercheurs qui viennent essayer de comprendre quel est l'esprit des jeunes générations aujourd'hui. Et on tire des leçons de ce qu'ils nous disent. On les invite aussi à proposer des projets pour changer de monde. Quand ils partent de l'école d'été, ils ont tous envie de changer de monde. Et il y en a qui contribuent à le faire par la suite. C'est une de mes plus grandes fiertés. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'en écoutant ces jeunes-là, il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour capter l'esprit de l'époque, pour expérimenter des choses, et puis pour nous tirer ailleurs par rapport aux habitudes qu'on a, nous, qui sommes un peu plus âgés. Et donc, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris qu'on vit dans une société dans laquelle, maintenant, on ne peut plus exercer le pouvoir comme on le faisait. On a d'autres sources qui nous confirment cette affirmation-là. Une des grandes choses qui a changé et que les jeunes expriment beaucoup, et pas que les jeunes, parce qu'il y a un effet d'âge là-dedans, et je pense qu'il y a un effet de génération, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent à notre époque ressentent un peu la même chose. Le pouvoir s'est exercé longtemps de façon pyramidale. Il s'exerce encore beaucoup de façon pyramidale. Les entreprises étaient conçues de façon pyramidale. Les partis politiques sont des structures pyramidales. Il y a un chef en haut. Il est entouré d'une oligarchie. Ses conseillers, ses proches collaborateurs, c'est eux autres qui décident. Et on a des membres en bas qui sont un peu des tâcherons, des gens qui suivent, des gens qui, on dit souvent dans l'expression, de bons soldats. Le modèle de l'armée a beaucoup influencé la structure des organisations dans la société. Il y a un chef, c'est la notion, en anglais, on dit de command and control. Ça vient d'en haut et on suit ce que le chef nous dit de faire. Alors, beaucoup de nos organisations sont structurées comme ça encore aujourd'hui. Donc, des structures pyramidales. Ça vaut dans le domaine donc, de l'économie, des affaires, des entreprises, dans le domaine politique, dans le domaine social aussi. Des grands syndicats sont structurés comment? Ils sont structurés comme ça. Tu as un président, des vice-présidents, présidentes, des secrétaires, des trésoriers. Puis là, maintenant, tu as des chefs de section. C'est une vraie pyramide. Et puis quand tu es jeune et tu arrives dans un syndicat, tu regardes ça, puis ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, les jeunes en particulier, mais d'autres dans la société, d'autres générations, c'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. Aujourd'hui, on est dans des logiques de réseau, donc dans des logiques beaucoup plus horizontales, dans lesquelles, finalement, on veut tous partager le pouvoir. Quand j'étais au devoir, et à la toute fin, j'étais le directeur de l'information, j'étais le patron de la salle, tous les plus jeunes journalistes voulaient être éditorialistes le deuxième jour de leur embauche. Ils voulaient, eux tous, diriger leur section dans le même. Ils ne voyaient pas pourquoi il fallait qu'ils attendent patiemment 15 ans d'expérience avant de pouvoir être l'éditorialiste en chef du journal. Ils ne voyaient pas en quoi leur avis était moins intéressant que celui de Lise Bissonnette ou de Bernard Descoteaux, le directeur. C'était normal. Regarde, on est là, on a été formés, on a des connaissances, on capte ce qui se passe dans la société, on est tout autant capable de participer aux décisions dans ce journal-là, mais c'est pareil dans toutes les organisations.
Les jeunes aujourd'hui ont du mal à s'intégrer dans des structures pyramidales. Ils veulent partager tout de suite, participer à la définition des règles du jeu. Toute la société se transforme progressivement de cette façon-là. Le mode de pensée, le mode de direction du haut vers le bas, la structure pyramidale est en train de céder le pas à des structures beaucoup plus horizontales, de partage, de réseau et d'égalité dans les relations. Ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises, non seulement de la part des jeunes qui participent à nos écoles d'été, mais au sein de ma propre organisation, aussi à l'INM, où le travail est un travail d'équipe, où tout le monde, au fond, a un mot à dire sur la gouverne de l'organisation, où on ne peut pas adopter un plan stratégique au conseil d'administration sans qu'il y ait eu au préalable des consultations avec tous les membres de l'équipe. C'est un changement important dans notre société. Et le leadership ne peut pas donc s'exercer de la même façon. Je me rappelle, quand j'étais journaliste au Devoir, j'avais fait une entrevue avec Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre du Québec. Et à ce moment-là, on avait fini l'entrevue avec quelques questions un peu générales, puis je lui avais demandé quelle était sa conception du rôle d'un chef. Et sa conception du rôle d'un chef, c'était de décider et de mettre en œuvre. De décider et de mettre en œuvre. Ah, pour moi, un chef, aujourd'hui, en tout cas, à l'époque, je ne sais pas ce que j'aurais dit, je ne me rappelle pas, mais probablement que ça ne doit pas être très différent de ce que je vais dire aujourd'hui. Pour moi, un chef, c'est quelqu'un qui sait d'abord capter ce qui se passe autour de lui. Dans la société, si on parle, si l'univers dont on parle, c'est toute la société. Dans son organisation, si ce dont on parle, c'est une organisation, un quartier, une entreprise, une association. Capter ce qui se passe autour. Comprendre, être à l'écoute, être capable d'échanger, se placer au même niveau que les autres, être au fond le premier parmi les égaux. Et ensuite, comment je dirais, retranscrire, raconter, rapporter à ceux et celles qui font partie de son univers, de sa communauté, de son entreprise, de son organisation, de la société, raconter notre histoire, d'où on vient, où on est, où on voudrait s'en aller. Et le propre d'un bon leader, que ce soit en politique ou ailleurs, c'est d'être capable de nous raconter notre histoire et qu'on y croit. C'est quelqu'un qu'on va avoir envie de suivre parce qu'on a l'impression qu'il nous représente, qu'il est comme nous, même s'il est peut-être un peu plus grand que nous. T'sais, il est comme nous, mais en plus grand un peu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit talent de plus, mais il est comme nous autres. Il fait partie de nous d'abord et avant tout. Et ensuite, il est capable, parce que, à cause de son histoire, de son parcours, de son expérience, de ses compétences, de nous amener un peu plus loin. Mais d'abord, on veut savoir si, lorsqu'il nous raconte notre propre histoire, on va le croire. Donc, ça prend quelqu'un qui a beaucoup de qualité d'écoute. Donc, quelqu'un qui va pouvoir donc nous convaincre qu'il est des nôtres. Et quelqu'un qui va comprendre ce que je viens d'expliquer, à savoir qu'on vit dans des sociétés maintenant qui ne sont plus pyramidales, dans des organisations qui ne peuvent plus être pyramidales. Que le leadership s'exerce en concertation, en consultation. Ça, j'ai compris ça des jeunes de l'IA. La troisième expérience sur laquelle je m'appuie, c'est celle de... Je suis membre et président du conseil d'administration d'un réseau qui s'appelle le Réseau québécois en innovation sociale. C'est un réseau qui regroupe des chercheurs, des entrepreneurs sociaux, des personnes responsables du transfert et de liaison et de transfert de connaissances et de résultats de recherche dans différents domaines d'innovation. Et puis, finalement, des gens qui représentent certaines institutions, les universités, etc. Et ça fait quelques années, ça fait 4 ou 5 ans que je suis membre du réseau, et ensemble, on a réfléchi à qu'est-ce que c'était les conditions de réussite pour faire émerger dans une société des innovations sociales, c'est-à-dire des nouvelles façons de faire les choses qui nous aident à résoudre des problématiques sociales. Alors, on a défini comme ça, je pense, une douzaine de clés de l'innovation sociale, de critères. Tout ça a été publié par le RQIS, il y a un site Internet, si ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir. Mais parmi les clés d'innovation sociale,
après avoir analysé plusieurs situations, des cas qui se sont présentés, des cas réels d'innovation dans la société, s'est rendu compte que l'une des clés, c'était justement la capacité de réunir des gens, de les mobiliser, de les inclure dans l'élaboration de la solution et dans sa mise en œuvre. On se rend compte aujourd'hui qu'il est impossible d'imposer une innovation, qu'on doit, dès le processus de décision, dès le début, les premières étapes du processus de décision, inclure ceux et celles qui vont vivre le projet, la nouvelle politique, le nouveau programme, les inclure dans la définition de ce programme-là. Et les inclure aussi, même dans leur mise en œuvre. Ça devient des conditions de succès de l'innovation sociale. Donc, si on veut introduire des changements dans une communauté et qu'on néglige le fait d'avoir consulté les gens, on risque d'abord d'avoir pris la mauvaise décision. On aura pris la mauvaise décision parce qu'on n'aura pas pris la peine d'aller bien entendre les besoins des personnes qui sont concernées. On aura pris la mauvaise décision parce qu'on n'aura pas pris la peine de s'appuyer sur les différents savoirs qui existent dans une communauté et qui sont disponibles et qui sont très variés. Les savoirs expérientiels. Souvent, les citoyens, ils ont un sentiment d'incompétence. Ils se disent, qu'est-ce que je connais là-dedans, moi, la santé. Mais finalement, tout le monde connaît plein de choses. Il s'agit simplement de le mobiliser. Alors donc, si je résume les apprentissages que j'ai fait moi-même, d'abord, il faut de l'information. Ensuite, il faut comprendre qu'on vit dans des sociétés de réseau, dans des structures horizontales, où le pouvoir est partagé. Et ensuite, que quand on veut introduire un changement, il faut inclure les personnes qui sont concernées. Je donne un exemple qui est peut-être proche de l'actualité. Si, par exemple, par hasard, un ministre voulait transformer le réseau de la santé, et qu'il ne prenait pas la peine d'en parler aux personnes qui vivent dans le réseau, c'est sûr que quelle que soit la décision qu'il va prendre, même si théoriquement c'est la meilleure décision au monde, appuyée sur des travaux de recherche immenses, s'il n'a pas pris la peine d'aller voir les gens qui vont vivre la transformation, il va se heurter à des résistances. Il va se heurter, bon, non seulement il va se heurter à des résistances, mais il est possible qu'il n'ait pas pris la bonne décision. Et aujourd'hui, les gens n'acceptent plus de se faire imposer une décision. Le deuxième angle à partir duquel je peux vous parler de leadership, c'est celui de la santé, la transformation des besoins dans le domaine de la santé. Parce que c'est de ça qu'on parle, Nexus Santé, on est dans la transformation, dans les changements à introduire dans les communautés sur le plan de la santé. On se rend compte que parmi les maladies dont la prévalence est en croissance, il y en a plusieurs qui sont liées à des problèmes de civilisation, d'habitude de vie. Et que pour les résoudre, on aurait beau avoir l'hôpital high-tech le mieux équipé au monde, bien, certains de ces problèmes-là qu'on ne réussira pas à résoudre. Pourquoi? Parce que la solution repose sur des changements de comportement, sur des changements d'habitude, sur des transformations de l'environnement dans lequel les gens vivent. Donc, on ne peut plus se fier, par exemple, à un médecin qui, dans le cas de la santé, représente le chef, représente l'autorité qui est en haut de la pyramide. On va le voir, on l'écoute. Les médecins, aujourd'hui, ont encore énormément d'influence, évidemment. Mais cela étant dit, le médecin a beau vous dire « il faudrait que vous fassiez de l'exercice, il faudrait que vous cessiez de fumer, il faudrait que vous vous alimentiez mieux », il ne peut pas vous suivre à la trace. Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui dépendent donc de la volonté des personnes dans la société de les résoudre eux-mêmes. Deuxièmement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes de santé, de problèmes sociaux qui découlent de la solitude. Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. On se rend compte aussi qu'avec le vieillissement de la société, il y a de plus en plus de gens plus âgés qui non seulement vivent seuls, mais perdent leur autonomie.
Donc, un ensemble de situations et de changements dans notre démographie qui font que les problèmes de santé et les problèmes sociaux, pour les résoudre, il faudra une armée de gens pour aider les autres qui en ont besoin. Ce dont on va avoir beaucoup besoin dans les prochaines décennies, c'est de mobiliser nos concitoyens. Commencer par les familles, bien entendu. Les familles sont de moins en moins nombreuses. Alors, il va falloir mobiliser les communautés si on veut contribuer à résoudre tout un ensemble de systèmes de santé qui requiert quoi? Qui requiert de l'entraide, qui requiert de l'éducation, qui requiert donc de la solidarité, qui s'exprime dans les communautés, qui s'exprime localement. On aura donc besoin de mettre les gens en mouvement. Et pour les mettre en mouvement, il faudra les motiver. Il faudra leur donner envie de le faire. Dans un contexte, comme je viens de l'expliquer, où les gens acceptent de moins en moins l'autorité qui vient d'en haut. Il nous faut donc, dans les communautés, de ce point de vue-là, avoir des leaders qui comprennent qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir de l'influence sur les autres et de mettre des gens en mouvement, à condition de les traiter en égal, à condition de leur reconnaître une compétence et des pouvoirs, à condition de les écouter et de leur donner envie de bouger ensemble. C'est pas aussi simple que obtenir de façon officielle la reconnaissance d'une autorité. Je suis le directeur de, je suis la présidente de, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous ordonne de. Ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus nulle part comme ça. Donc, ce sont des leçons qu'on doit prendre lorsqu'on réfléchit au leadership. Je voudrais faire une mise en garde avant de conclure sur le leadership. La mise en garde, c'est que c'est vrai que notre société se transforme. Aujourd'hui, on a besoin davantage de rassembler et de mobiliser que de commander. Parce que command and control, ça ne fonctionne plus. Top-down, ça ne fonctionne plus. Sauf quand on n'a pas le choix. Et encore, les obéissances civiles, ça existe. Mais, donc, on doit faire les choses autrement. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de chefs. Le piège pourrait être de tomber dans un excès contraire à celui du chef suprême, de l'image, la figure du chef suprême que l'on suit aveuglément parce qu'il détient l'autorité. Ce serait de tomber dans l'extrême opposé, de dire on n'a pas besoin de chef. Nous allons nous réunir ensemble et parce que nous partageons certaines visions des choses, notre organisation va se développer. Notre communauté va bien vivre ensemble. Les membres de cette communauté-là vont se mobiliser. On a toujours besoin de chefs. On a toujours besoin de leaders. On est en demande pour des chefs. Dans toutes les organisations, il finit par y avoir des situations dans lesquelles les membres de cette organisation-là, les membres d'une équipe, dans une entreprise ou dans une association, il arrive des moments où il y a des décisions à prendre et il y a des gens qui sont en attente de ces décisions-là. Et il y a quelqu'un dans l'équipe. Il y a toujours quelqu'un. Ça peut être plus qu'une personne. Mais il y a toujours quelqu'un. Ça se peut que dans une équipe, ce ne soit pas toujours la même personne qui le fasse. Mais on a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un, comme on dit, qui prenne le leadership, qui assume la responsabilité de nous conduire à la décision que nous devons prendre. Et de l'affirmer, de la nommer, en d'autres termes, de trancher lorsque c'est nécessaire, ou d'amener le groupe à reconnaître qu'il faut trancher et que c'est de cette façon-là que l'on doit trancher. On a besoin de chefs parce qu'il arrive un moment où est-ce que
on ne sait pas exactement quelle est la solution. Et on a besoin de quelqu'un pour nous guider. Alors, on a besoin de chefs qui ne s'appuient pas seulement. Donc, on a besoin de chefs. De quel genre de chefs? Des chefs qui comprennent, là je me répète, qu'on ne vit plus dans des structures pyramidales, qu'on vit dans des structures et des réseaux horizontaux, dans lesquels ce qui est important, c'est de mobiliser les autres. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de leadership, on ne parle pas d'autorité ou de commandement, on parle d'inspiration, on parle, en fait j'avais noté 3 mots, on parle de guide, on parle d'influence, on parle d'inspiration. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui met les autres en mouvement. En reconnaissant à tous les autres, qu'ils soient dans une équipe ou dans une communauté, des compétences et des responsabilités. Qui reconnaît l'importance de la contribution de chacune des personnes. Et qui est capable aussi de céder sa place à certains moments lorsque d'autres membres de la même équipe sont mieux placés que lui ou qu'elle pour insuffler l'élan qui est nécessaire à certains moments dans un processus ou dans une démarche. Comment on exerce ce leadership-là? Un leadership partagé, un leadership ouvert, un leadership d'influence, un leadership d'inspiration. D'abord, en amenant le groupe à se fixer et à bien identifier ses objectifs communs. Donc, il faut partir des objectifs que l'on poursuit ensemble. Et je pense que le principal rôle du leader, c'est d'aider le groupe à identifier les objectifs qui sont poursuivis par l'ensemble des membres du groupe. Une fois qu'on s'est entendu sur ces objectifs-là, il peut y avoir des initiatives qui sont prises par les uns et les autres, qui, s'ils cadrent avec la poursuite des objectifs, vont être utiles à la collectivité. Le deuxième rôle du leader, je crois, c'est celui de créer un climat de confiance entre les membres du groupe. Un climat de confiance entre les membres du groupe et de créer chez chacun des membres du groupe un sentiment de confiance en soi-même. Donc, des objectifs, un climat de confiance, d'instaurer aussi des modalités de communication entre les membres du groupe, de sorte que les échanges soient clairs, que les messages soient clairs, que l'information soit accessible à tout le monde. Quatrièmement, ce qui est important, c'est de fixer à chaque personne qui participe son rôle précis et ses responsabilités. Donc, de distribuer les responsabilités. Non pas de le faire de façon péremptoire et autoritaire, mais de veiller à ce que chacun sache quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités. Et donc, sur quoi exactement chacune des personnes devra rendre des comptes de sa contribution à l'ensemble du groupe, y compris pour soi-même. J'ai appris depuis que j'ai fondé l'Institut et que je dirige une équipe d'une vingtaine de personnes, qui elle-même met en mouvement chaque année des centaines de citoyens, de partenaires et tout ce qu'on voudra. J'ai appris que il ne suffisait pas de distribuer les tâches dans l'équipe. Il fallait aussi préciser aux membres de l'équipe quelles étaient les tâches que je m'attribuais à moi-même. En concertation avec les membres de mon équipe. Dans un projet X, j'ai une tâche à accomplir. Nous organisons une école d'été pour les jeunes. Quelle est ma place dans l'organigramme? Et bien que je sois le directeur général, ma place n'est pas toujours en haut de l'organigramme. Pas toujours dans la case qui est en haut. Parce que dans certains projets, je suis conseiller. Dans certains projets, je suis rédacteur. Dans certains projets, j'accomplis d'autres tâches. J'anime un atelier. Et mon patron, c'est le chargé de projet, coordonnateur de l'école d'été. Et je suis à son service. Donc, le partage des rôles, des responsabilités, y compris le sien, à l'intérieur d'un groupe. Puis finalement, je pourrais poursuivre la liste, mais je terminerai en disant qu'à mon sens,
le rôle d'un leader, c'est de créer de l'espace d'innovation. Ce que ça veut dire, ça, c'est de créer des conditions dans lesquelles les personnes qui ont des idées nouvelles vont se sentir, comment je dirais, bienvenues de les exprimer, vont se sentir autorisées d'expérimenter. Et ça, ce que ça implique, c'est de reconnaître le droit à l'erreur. De reconnaître que dans une organisation, une équipe, une collectivité, une entreprise, un parti politique, n'importe quoi, si l'on souhaite changer les choses, il faut expérimenter. Et qu'en expérimentant, on peut se tromper. Et d'admettre donc le droit à l'erreur dans la mesure où on tire chaque fois des leçons de ces erreurs. Et je pense que c'est le rôle du leader de créer le climat dans lequel les gens vont se sentir autorisés, non pas à faire des erreurs, parce que le but, c'est pas de faire des erreurs, mais autorisés à essayer les choses, à sortir des sentiers battus, à penser autrement, à réfléchir en se transportant ailleurs, en s'inspirant de choses qui peuvent paraître iconoclastes ou dérangées, dérangeantes, mais qui pourraient nous aider à aller plus loin, à résoudre un problème. Alors, c'est un peu comme ça que je conçois le leadership. C'est comme ça que j'essaie de l'exercer, des fois je me trompe, mais c'est-à-dire comment je dirais, de créer des conditions pour que chacun puisse participer et aussi exercer à son tour, à l'intérieur d'un groupe, une part de ce leadership, tout en sachant que j'ai des responsabilités. Dans le fond, à travers tout ce que j'ai dit, c'est peut-être ce mot-là qui transparaît. C'est celui de la responsabilité. Aujourd'hui, on a besoin de quoi dans notre société? On a besoin de gens qui assument des responsabilités. Et être un bon leader, c'est d'assumer ses responsabilités et de créer les conditions pour que les autres aient envie de les assumer et puissent effectivement les assumer de façon très concrète à l'intérieur de notre projet. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui on a besoin de responsabilité? Parce qu'on est dans des sociétés qui se sont construites sur, d'une part, la sécurité. On a cherché par des programmes sociaux, aussi par des services de police, des armées et autres, à assurer notre sécurité. Aujourd'hui, c'est drôle, on vient à une époque où il y a une grande demande de sécurité. On a fait un sondage, l'INN, sur le bonheur il y a quelques années. Les trois principales revendications des gens à propos du bonheur, c'est ces trois revendications, ces trois priorités qui ont un rapport avec la sécurité. Les gens, pour être heureux, recherchent la sécurité affective, vous comprendre, la sécurité physique et la sécurité financière. Et quand on vit dans des sociétés qui recherchent la sécurité, il se peut qu'on soit aussi dans des sociétés qui ont peur du risque. Et quand on a peur du risque, on a peur du changement. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Alors on est dans des sociétés qui recherchent la sécurité. Il y a d'autres époques où la valeur principale, c'était la liberté. À d'autres époques, ça a été l'égalité qui dominait. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est que si on veut protéger nos acquis en termes de liberté, nos acquis en termes d'égalité, non seulement protéger nos acquis, mais nous assurer que la liberté et l'égalité est accessible à tout le monde. On ne peut pas juste dans une société prôner la liberté de ceux qui ont les moyens de l'avoir. On ne peut pas dans une société prôner l'égalité seulement pour ceux qui ont les moyens de se la payer. On ne peut pas dans une société prôner la sécurité seulement pour ceux qui ont moyen d'avoir des assurances, de se construire des maisons avec des barricades. Et pour ça, mon sentiment, c'est qu'il faut valoriser la responsabilité, le partage de responsabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit renvoyer à chaque individu la responsabilité de son bonheur. Parce qu'il y a certaines choses, et je le disais tout à l'heure en parlant de la politique,
sur lesquels, en tant qu'individu, on n'a pas de prise. On n'a pas de capacité d'influencer les choses. Je ne peux pas, à moi seul, transformer l'environnement qui m'entoure de manière à ce qu'il soit plus sain pour moi. Je ne peux pas, à moi seul, organiser l'économie de ma région. Je ne peux pas, à moi seul, créer une université qui me permettra d'aller acquérir de la connaissance. Il faut le faire collectivement. Mais à l'intérieur de cette collectivité-là, je pense qu'il peut être utile de rappeler à quel point chaque personne a une responsabilité. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui vont accepter d'en assumer de plus grandes. C'est ça, un leader. Merci.